Bonsoir. Faut-il s'inquiéter de la hauteur d'eau recueillie cette année sur le Cameroun en général et sur la ville de Douala en particulier? La question se pose au regard de la pluviométrie de la capitale économique. Selon les météorologues, depuis le début de la saison pluvieuse, la ville de Douala a recueilli environ 730 mm de hauteur d'eau, soit près de 130 mm de plus que l'année dernière avec ses 6000 mm et des 600 mm et près de 237 mm de plus que l'année 2020. Il ne fait plus aucun doute, la quantité d'eau va croissante. Dans une ville comme Douala, où il peut avoir des pluies pendant 5, 10, voire même 15 jours, il y a lieu de s'interroger. Changement climatique et donc action de l'homme, quelles sont les causes, les conséquences et même les pistes de solutions? On en parle ce soir. Notre hôte est économiste des transports à la base. Il nous expliquera en 2 mots en quoi ça consiste. Mais ce qui va davantage nous intéresser ce soir, c'est sa casquette de météorologue. Il est né le 14 février 1981 en Konsamba, c'est dans le département du Mungo, région du littoral. Fils d'enseignant, il est marié et père de 4 enfants. Le chef-service de la météorologie de la délégation régionale des transports pour le littoral est notre invité ce soir. Serge Mpele Onana est assis dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, Madame Donquin Oriane. Merci également de l'attention que vous accordez à la situation climatique et météorologique de notre pays en général et de la ville de Douala en particulier. C'est un honneur pour nous de faire partie de ce programme très écouté. C'est un peu normal, on s'est réveillé avec un peu de pluie, à 10 heures le soleil, après il pleut, après on a encore un chaud soleil, du coup on est un peu perdu. Est-ce que tout au moins pour cette journée de jeudi, on peut comprendre ce qui se passe? Et même comment prévoir quand on a une journée aussi dans le scie? Oui, eh bien, c'est une journée qui se déroule telle que les services météorologiques, en particulier le service régional de la météorologie du littoral, l'a indiqué dans son bulletin météo du jour, parce que je dois vous indiquer, Madame Donquin, que nous avons un bulletin météo quotidien que nous mettons à la portée du grand public, qui est disponible sur le barbillard de la délégation régionale des transports du littoral, mais que nous rendons également public à travers certains médias sociaux pour toucher le plus grand nombre. Et effectivement, le temps s'avérait très incertain pour ce qui est de cette journée, avec une probabilité très faible d'occurrence de pluie intense, comme celle qu'on a vécue ces derniers jours. Donc, pour ceux qui sont connectés à nos prévisions, ça ne devrait pas surprendre. Effectivement, vous parlez de ces derniers jours très très pluvieux quand même sur la ville de Douala. On a eu pratiquement 5 jours d'affilée de pluie, mais récemment on a eu 2 jours de grand soleil. Est-ce que, ici je voudrais comprendre, pendant un certain nombre d'années on se disait c'est le mois d'août qui est le mois le plus pluvieux, mais cette année on a un mois de septembre qui est particulièrement, j'ai envie de dire, Douala carrément les pieds dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que nous nous sommes trompés par le passé ou comment expliquer cette situation-là aujourd'hui? Bon, pour l'instant, d'après les statistiques qui sont à notre disposition, qui nous sont données par la station d'aérodrome de la SECNA, la P30, c'est la station de référence pour ce qui est du département du Vouri, qui nous fournit des informations météorologiques chaque mois à travers ce que nous appelons le tableau climatologique mensuel, TCM. Ce tableau climatologique, jusqu'à la fin du mois d'août, confirme que le mois d'août est le mois le plus pluvieux de la ville de Douala en particulier, et même de la région du littoral en général, parce que c'est pratiquement la même situation à Edea, à Yabassi et en Konsamba. Maintenant, on attend, comme vous l'avez si bien observé, le mois de septembre de cette année présente des pluies assez fortes
nous attendons donc la fin du mois de septembre pour avoir dans le tableau climatologique du mois de septembre pour la ville de Douala. Et nous allons donc comparer avec le mois d'août qui a, comme vous l'avez indiqué, obtenu à peu près 730 mm de hauteur d'eau. On attend maintenant le mois de septembre, peut-être que pour cette année. Septembre risque de déclasser août. Le mois d'août. Oui, mais le mois d'août reste le plus pluvieux. Et en second lieu, le mois de septembre, qui est également un mois habituellement pluvieux dans la capitale économique. Nous restons dans l'attente du TCM du mois de septembre et nous allons voir si vos impressions seront confirmées. Alors, peut-être en attendant donc ce TCM, quelles sont les statistiques déjà, vous, à votre niveau, en termes de hauteur d'eau recueillie? On a compris pour cette année, on n'est pas encore arrivé à la fin de la saison pluvieuse, mais on est déjà à 730. Un chiffre qui est au-delà de celui de l'année dernière. Absolument. Et de l'année précédente. Effectivement. Quelles sont les statistiques, je dirais, sur les 5 dernières années? Très bien. C'est intéressant votre question parce que vous savez que les statistiques ont l'avantage qu'elles parlent plus. On a coutume de dire qu'un chiffre vaut 1000 mots. Oui. Donc, elles sont importantes et elles participent également à l'aide à la décision. Donc, pour ce qui est des 5 dernières années, je vais commencer par l'année 2018, c'est-à-dire la plus ancienne. En 2018, et je vais me limiter au mois d'août parce qu'il est assez représentatif de la situation pluviométrique de notre région en général et de la ville de Douala en particulier. Alors, pour ce qui est du mois d'août 2018, la station d'aérodrome de la SECNA nous renseigne que le niveau d'eau était situé à peu près 701 mm d'eau. Au mois d'août 2019, nous avons connu une augmentation significative. Nous sommes passés à 844 mm d'eau en termes de hauteur. Et puis, en 2020, il y a eu une baisse. On a obtenu 590 mm d'eau. L'année dernière, c'est-à-dire en 2021, toujours pour le mois le plus froid de la ville, on a enregistré 624 mm. Et pour août tout récent, août 2022, on est à 730 pratiquement. Donc, de ces statistiques, on s'est intéressé également au nombre de jours de pluie, parce que c'est très important. Vous pouvez avoir une quantité d'eau totale mensuelle élevée, mais avec une faible quantité de jours de pluie. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas plu plusieurs fois, mais les jours de pluie ont connu des pluies très intenses. Donc, ça permet également d'apprécier l'évolution. Et à ce niveau également, on s'est rendu compte que il y a une corrélation entre la forte quantité d'eau enregistrée tout le long du mois et puis maintenant le nombre de jours de pluie. Ça veut dire que l'année 2019 qui arrive en tête donc pour ce qui est de ces 5 dernières années, avait 844 mm d'eau, de hauteur d'eau enregistrée, enregistré également 30 jours de pluie. C'est-à-dire qu'il a plu pratiquement tout le mois d'août 2019. Eh bien, l'année 2020, qui est à 590, c'est-à-dire que la quantité la moins élevée des 5 dernières années, affiche également un nombre de jours similaire, c'est-à-dire qu'il a plu 21 fois, autant pour moi, 21 fois tout au long du mois d'août 2020. Et puis maintenant, si on prend les autres années, on va se rendre compte qu'on est dans les 28, comme en 2021, 28 jours, 624. En 2018, on était à 29 jours sur l'ensemble du mois, n'est-ce pas? Et puis, cette année, en août 2022, on était à 26 jours de pluie. Donc, ça montre effectivement qu'il y a une augmentation, une constance, mais surtout une augmentation dans les jours par rapport au niveau d'eau mensuel enregistré. Ce qui indique qu'il pleut plus autant de fois. Ce qui traduit certainement une évolution significative par rapport
il y a 10 ans, ou encore 15 ou 20 ans, où restant le mois le plus froid, on était généralement dans des hauteurs mensuelles de 400, parfois même 300, parce qu'il pleuvait tout le mois, mais avec des niveaux de hauteur d'eau assez relativement faibles. Donc, ça traduit bien qu'il y a un dérèglement climatique. Maintenant, il faut également observer que bien que le mois d'août 2020 ait enregistré 590 mm d'eau, valeur la plus faible des 5 dernières années, on a quand même obtenu pendant ce mois des jours de pluie très intenses, qui traduisent bien qu'on peut avoir une quantité mensuelle moyenne ou encore moins élevée que les autres années, mais accuser également des sérieux problèmes d'inondation, n'est-ce pas, dans la ville de Douala, où les inondations se positionnent comme un défi permanent de la problématique urbaine. Il est important de ne pas s'arrêter simplement à la hauteur mensuelle, mais identifier donc l'intensité des jours de pluie. Et à ce niveau-là, on se rappelle du 21 août 2020, Madame Donkin, ce fameux 21 août 2020, où on avait enregistré 142,7 mm pour une seule journée, ce qui est généralement dans certains mois moins pluvieux ou alors dans certaines périodes de saison sèche qui souvent n'atteignent même pas à la fin du mois cette quantité d'eau. Et ça renseigne bien qu'on peut avoir un nombre de jours de pluie réduit, mais avoir des inondations. Et cela se confirme également, pour sortir dans ce volet statistique, avec votre permission, cela se confirme également pour le mois d'août 2022, où on a enregistré certes 26 jours de pluie, mais avec 2 journées assez spectaculaires où les pluies ont été intenses. Il y a la journée du 13 août 2022 où on a enregistré 151 mm et la journée du 24 août où on a enregistré à peu près 123 mm. Pour un seul mois, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme et nous nous réjouissons tout de même que malgré cette forte précipitation, qu'il y ait moins de dégâts sur le terrain, que ce soit en termes humains, que ce soit en termes de biens, parce que nous avons les retours à la fois des autorités administratives, mais également des municipalités avec qui nous travaillons. Je voudrais d'ailleurs signaler que nous avons un accord cadre qui a été signé par le ministre des Transports et le maire de la ville de Douala en 2019, un accord cadre justement en matière d'assistance météorologique pour la prévention des catastrophes et pour la promotion d'une ville durable. Ça a également été signé, le même protocole a été signé également à Yaoundé, où les mêmes problèmes se posent en matière d'inondation pour assister la municipalité dans la prévention des catastrophes et des phénomènes météorologiques extrêmes et dans la promotion du développement durable. Alors, au regard de ces chiffres, est-ce qu'il, naturellement, il faut s'inquiéter ou qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous rappelle qu'ils sont quand même croissants, mis à part le 590, mais avec des jours de pluie intenses. Voilà. Est-ce que c'est naturel de s'inquiéter? Et qu'est-ce qui peut justifier cela? Je m'interroge en fait. Eh bien, pour rester dans le cas de figure de la ville de Douala, je dois identifier 4 causes principales qui conduisent à cette situation. Parce qu'il faut faire comprendre à nos téléspectateurs que l'Afrique est victime du dérèglement climatique, comme l'ensemble de la planète, alors que l'Afrique contribue à un très faible taux à l'émission des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, CO2, ce qui est assez paradoxal. Et cette situation a été mise sur la table lors des accords de Paris, lors de la COP 21 en 2015, en décembre 2015, et assurance avait été donnée aux pays africains qu'un soutien financier allait leur être accordé pour mieux s'adapter à ces conséquences dramatiques
du changement climatique. On attend encore. C'est vrai qu'il y a la COVID-19 qui est passée par là. Il y a également tout récemment la crise ukrainienne. Mais un engagement reste un engagement. Les choses n'ont pas beaucoup bougé dans ce sens-là. Il y a eu aussi le passage à la tête des États-Unis du président Trump, qui a un peu tiré les accords de Paris vers le bas, parce que il s'est présenté comme quelqu'un qui estimait que le changement climatique et ses méfaits restaient une vue de l'esprit, et qu'il fallait d'abord s'occuper des États-Unis et justement promouvoir leur industrie, le plein emploi, et ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup de contributions des États-Unis dans le soutien aux problématiques du climat, qui s'est vu réduit, dans certains quand même annulé. Donc outre ce contexte-là, j'en parle pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de changement climatique, il faut comprendre que les causes sont plus ailleurs que chez nous. Nous, on a davantage des problèmes de déforestation, c'est-à-dire que de destruction des mangroves. Oui. Voilà. Or, vous savez très bien que les espaces verts, la forêt, régulent d'une manière assez importante le climat. Donc, lorsque vous détruisez la forêt, vous détruisez les mangroves, vous vous exposez à votre manière aussi à cette situation déplorable. Ça, c'est déjà un point très important. Deuxième point, c'est pour une ville comme Douala, la composante naturelle de la ville de Douala, qui elle-même était un problème. Parce que c'est une ville côtière, et vous savez que lorsqu'il pleut abondamment, comme c'est le cas actuellement, surtout lorsque la marée est haute, les inondations suivent inéluctablement. Et ceci se confirme dans les zones naturelles de la ville de Douala, c'est-à-dire les bassins versants, n'est-ce pas, tels que le bassin du Bobongo, le bassin versant du Tongo-Bassa, le bassin versant du Banya, celui de Bonaberi et celui du Ngwa, où lorsque les pluies sont abondantes, comme c'est le cas actuellement, ces bassins-là, ces cours d'eau-là débordent de leur lit et naturellement, puisque c'est des zones généralement situées en basse altitude, et dans des vallées de fond plat, il arrive donc des débordements que nous déplorons. Donc il y a cette situation naturelle qu'il faut prendre en considération. Autre chose, il y a l'incivisme, qui est davantage la cause numéro 1. Parce que souvent, on jette le tort sur le changement climatique, alors que dans certains pôles de la ville, on observe que c'est l'incivisme qui est à l'origine des dégâts que l'on observe. Je vais prendre l'exemple de certaines zones urbaines de la ville de Douala où les canaux de ruissellement des eaux pluviales sont engorgés du fait des déchets ménagers, déchets industriels, déchets plastiques, et ainsi de suite, qui empêchent donc le ruissellement des eaux et qui occasionnent des inondations. C'est le cas, par exemple, de Bonapriso, de Bonanjor, d'Aqua, de Bali et de Bonakwamouan, où vous avez plus un problème d'incivisme dans ces zones-là qu'un souci climatique en tant que tel. Maintenant, justement, je vous interromps un peu à ce niveau-là, parce que je veux bien comprendre. Oui. En quoi est-ce que peut-être des drains bouchés ou des maisons construites sur des servitudes ont un impact sur le climat, sauf si c'est davantage dans la conséquence que vous relevez cet état des choses? Oui, c'est-à-dire, c'est pourquoi je dis que les causes de ce dérèglement climatique, si elles sont beaucoup plus propres à la pollution industrielle, l'émission des CO2, la pollution industrielle, la pollution automobile, la pollution pétrolière et chimique, chez nous, le taux de pollution en termes d'émissions de CO2 n'est pas très important. Voilà. Donc c'est pourquoi nous sommes plus victimes que responsables de cette situation. Nos causes sont plus ailleurs. Et j'ai évoqué la composante naturelle de la ville. J'évoque maintenant l'irresponsabilité, qui elle aussi peut justement justifier une situation dégradante, mais qui n'est pas liée au changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a une cause beaucoup plus africaine,
celle de l'indiscipline. Voilà, et c'est pourquoi j'ai évoqué tantôt l'engorgement des voies de passage des eaux pluviales, qui est un réel problème. Mais Dieu merci, Madame Donquin, on observe pour ce qui est de cette année, même l'année passée, que ces quartiers que je viens de citer, Bonaquamois, Aqua, Bonapriso, une bonne partie d'ailleurs même de Bonamoussadi, n'ont pas émis de plainte. On n'a pas enregistré des dégâts en tant que tels parce qu'il y a eu un curage de ces voies de passage des eaux à travers une vaste mobilisation des populations aux côtés des municipalités sur la base du bulletin d'alerte que nous avons émis le 24 mai dernier avec une large diffusion conformément aux directives du ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibert qui insiste sur le fait que les prévisions météorologiques soient davantage vulgarisées dans les médias sociaux, dans les médias nationaux, comme c'est le cas après les journaux officiels, en français et en anglais, mais aussi sur des plateformes digitales, notamment le site web du ministère des Transports, pour que ces informations touchent le plus grand nombre, que ce soit une information de proximité. Et je pense que cette formule porte déjà ses fruits, parce qu'on observe que lorsque l'alerte est donnée, aussi bien par la direction de la météorologie nationale que par pour ce qui est du littoral, le service régional de la météorologie, on observe une mobilisation des autorités administratives, des autorités municipales, et même au niveau des arrondissements, c'est-à-dire dans le cadre des différents quartiers de la ville, des vastes chantiers d'hygiène et de salubrité, de libération des drains. Et ça paye aujourd'hui parce qu'on a moins de cris, on a moins de pleurs, mais il faut dire que dans d'autres zones de la ville, ces actes d'incivisme perdurent, c'est-à-dire conduisent en fait à des inondations qui ne sont pas liées au dérèglement climatique, mais qui sont une cause locale qu'on ne peut pas ignorer. Et ensuite, je vais finir par là, Madame Donquin, il faudrait qu'on comprenne également qu'il n'y a pas que Douala et Yaoundé au Cameroun. Parce que quand vous voyez une ville comme Douala, d'après les statistiques, les dernières statistiques que nous avons obtenues, que nous avons en notre possession, en collaboration avec la communauté urbaine de Douala, on observe que Douala accueille à peu près 1000 nouvelles personnes par mois. C'est-à-dire 1000 nouvelles personnes par mois veulent résider à Douala. Vous comprenez? Et une dynamique démographique comme celle-là est un souci. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut bien habiter quelque part. Et on va se retrouver en train, à défaut d'avoir un logement décent dans les pôles urbains importants de la ville, et on ne peut pas se construire souvent une maison en périphérie, parce que généralement, c'est des mouvements migratoires de débrouillardise, c'est-à-dire des gens qui viennent se battre, comme on dit souvent, pour avoir leur gagne-pain. Et cette catégorie de personnes, généralement, va aller solliciter les zones de retention d'eau, où il est interdit d'habiter, comme les rivières, les cours d'eau, les marécages, n'est-ce pas, les mangroves, souvent, et d'autres zones anarchiques, interdites, parce qu'il faut bien habiter quelque part. Et lorsqu'on s'implante dans ces zones-là, on empêche l'eau d'être absorbée. Conséquence donc, on crée des inondations, n'est-ce pas? Voilà une autre cause locale qui n'a rien à voir avec le dérèglement climatique, mais qui est un problème d'indiscipline où des gens, n'est-ce pas, parfois, parce que n'ayant pas d'alternative, sont obligés d'aller se retrouver dans ces zones-là et empêchent donc les eaux d'être naturellement retenues. Et donc, on assiste donc à ce type de scénario-là. Ça veut dire qu'on y reviendra dans les solutions. Il faut repenser nos villes, c'est-à-dire que voir comment créer un système, et là c'est la gouvernance qui est interpellée, voir comment mettre en place un système de développement équilibré des zones du pays pour éviter que la demande sociale se concentre seulement dans 2 villes et parfois 3 avec Bafoussam, où justement cela entraîne donc tout ce que nous pouvons déplorer présentement. Je crois qu'avec la dynamique de la décentralisation également, qui voudrait impliquer davantage les communes dans le destin de leur localité, on pourrait y arriver. Alors, puisqu'on parle de ces mouvements migratoires-là, je reviens un peu sur la ville de Bafoussam, venir parler de cette ville-là, qui a connu quand même, cette année également, une forte pluviométrie.
de ce côté-là, les populations se plaignent aussi, il ne pleut pas souvent comme ça ici. Est-ce que ceci peut être dû à cela, à ces mouvements migratoires-là? Là, je reviens un peu sur la situation géographique. Vous avez parlé de Douala, qui est ville côtière. Bafoussam, c'est dans la région montagneuse. Oui. Est-ce que, ici, on doit aussi parler de situation géographique, ou alors c'est une autre cause? Parce que cette année aussi, là-bas, il y a eu une forte pluviométrie. Oui, cette forte pluviométrie a également été annoncée par nos services compétents du côté de la délégation régionale des transports de l'Ouest, où justement un bulletin d'alerte et un système de communication de proximité via le gouverneur de la région de l'Ouest a été justement mis en place. Mais comme c'est également la troisième ville de notre pays, c'est-à-dire une ville également très sollicitée du point de vue économique, les réalités ne sont pas certainement les mêmes compte tenu de la composante naturelle de la ville de Bafoussam, qui est un peu différente de celle de Douala. Mais toujours est-il que la forte pression humaine dans une localité engendre des débordements en termes de mobilité, des débordements en termes de logement, des débordements en termes d'accès aux soins de base, ainsi de suite. Donc cette congestion, n'est-ce pas, crée forcément des situations d'indiscipline, n'est-ce pas, que je ne maîtrise pas très bien dans la ville de Bafoussam, que je ne connais pas assez, mais qui peuvent justement avoir les mêmes conséquences que celles observées à Douala. On a eu la catastrophe de Ngouache qui était aussi... Très bien, liée à la situation météorologique actuelle, avec les éboulements. Oui. Malheureusement, des pertes en vies humaines. Oui. Alors, on a ouvert tout à l'heure une parenthèse sur la COP 21. J'embraye le pas pour parler de la COP 27 qui aura lieu en novembre prochain en Égypte. J'aimerais qu'on s'intéresse déjà à la COP 26. C'était en Écosse. Il était question de réduire de 45% les émissions mondiales de CO2 d'ici 2030. Oui. Ce qui retient davantage de l'attention ici, ce sont les énergies fossiles qui ont été explicitement pointées du doigt. Alors, comment réduire cette exploitation-là dans un pays comme le nôtre où justement les ressources fossiles sont comme une principale ressource? Oui, effectivement. Je crois que les responsables, les vrais responsables, je vais les appeler comme ça, de la dégradation et du réchauffement climatique qui s'amplifie avec le temps, doivent être également les vrais penseurs des solutions, c'est-à-dire que les vrais exemples en matière justement de promotion des énergies renouvelables et des énergies propres. Et je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire à ce niveau-là. Nous, au niveau des pays africains, nous avons encore des industries embryonnaires, des économies très fragiles, où l'accès à ces nouvelles énergies n'est pas impossible, elle est même faisable. On explore déjà le solaire. Je dois vous indiquer que le solaire est de plus en plus utilisé par certaines sociétés. C'est très important parce que vous allez vous rendre compte que pour promouvoir le développement économique des pays en développement, comme les pays africains, qui sont des pays du tiers-monde, où vous avez une dépendance importante vis-à-vis des capitaux étrangers, c'est-à-dire la technologie, la main-d'œuvre, mais davantage une dépendance vis-à-vis des produits manufacturés, où justement on n'arrive pas à transformer nos cultures d'exportation localement, comme le cacao, comme le café, comme le coton, ainsi de suite, parce que simplement on n'a pas des industries fortes sur le plan local. Et à ce niveau-là, l'une des faiblesses qui nous amène à faire du surplace, même si des efforts sont faits, c'est le déficit énergétique. Et ce déficit énergétique est davantage visible avec le changement climatique. Parce que lorsqu'on n'arrive plus à maîtriser le temps, il va sans dire qu'on aura aussi des soucis au niveau de la planification énergétique.
Parce qu'il faut savoir que c'est l'eau que donne la pluie qui alimente les barrages hydroélectriques. Donc, lorsque la composante pluviométrique est incertaine, on aura également du mal à planifier, n'est-ce pas, notre capacité énergétique et avec donc des conséquences sur le décollage économique. Donc, à ce niveau-là, nous pensons que, lui, pour les énergies renouvelables, mais que les vrais responsables soient davantage impliqués. Nous, on va suivre tout doucement. Voilà, on va suivre tout doucement parce que, justement, on a encore besoin des énergies fossiles, mais il faudrait également qu'on anticipe sur les énergies renouvelables. Je crois que les choses sont en train d'être faites dans ce sens. Il faudra peut-être mettre le pied sur l'accélérateur parce qu'on a quand même, sur le plan météorologique et même climatique, un potentiel énorme sur le plan solaire, oui. Voilà, qu'il faut exploiter à suffisance. Parlons donc de ces conséquences-là. On va un peu voir l'impact du dérèglement climatique dans le quotidien, mais en commençant peut-être par le volet économique, sachant qu'on est dans une ville économique. Économique, tout à fait, Madame Donquin. Je dois dire que les affaires et le mauvais temps ne font pas bon ménage. Ça, c'est clair. C'est l'économiste qui parle. Ah oui, parce que lorsqu'il fait mauvais temps, les entreprises, surtout lorsqu'elles n'ont pas la bonne information, c'est d'ailleurs l'occasion d'inviter les opérateurs économiques de notre capitale de s'intéresser également aux prévisions météorologiques. On a déjà des demandes dans ce sens, parce que les gens sollicitent les services météorologiques pour mieux investir, notamment les bureaux d'études, dans le cadre des travaux publics, parce que pour aménager les voies, il faut avoir le calendrier climatique, de peur de se faire surprendre pendant les travaux et de voir s'envoler beaucoup d'argent. À ce niveau-là, il y a une forte sollicitation, mais elle est moins visible au niveau des entreprises qui font dans les services, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans, bien entendu, l'approvisionnement des marchés. Nous pensons que nous leur lançons, nous leur tendons la main, qu'elles ont besoin des prévisions parce que lorsqu'on n'a pas ces prévisions ou lorsque ces prévisions ne sont pas connues à temps, il y aura des difficultés dans l'approvisionnement, notamment des marchés en amont, mais aussi en aval dans la distribution vers la desserte des différents marchés. Donc, nous pensons que c'est important pour ces opérateurs-là d'intégrer la composante climatique dans le bon fonctionnement de leurs activités. Et nous, si nous prenons un volet comme le tourisme et l'hôtellerie, c'est des secteurs où vous avez une demande, parfois étrangère, c'est-à-dire des gens qui viennent des autres pays, on l'a vu lors de la Cannes et du Chan, et qui, en même temps, veulent faire du tourisme, veulent connaître le pays, veulent savoir comment se présente Douala, Kribi, Limbé, et souvent ont besoin du climat local pour savoir comment organiser et programmer, n'est-ce pas, leurs différentes détentes. Et souvent, les prévisions météorologiques sont très, très importantes parce qu'elles permettent non seulement d'assister ces personnes-là, mais aussi de crédibiliser notre système économique. Et nous voulons également ajouter qu'au niveau des transports, il y a une très, très bonne synergie entre les services des transports, qu'ils soient terrestres, maritimes et aériens, avec le volet météorologique. J'ai envie de dire que ça va de soi. Voilà, puisque la météorologie est un service des transports, oui. Et donc la bonne charité commence par soi-même. Absolument. Voilà, donc nous prenons le temps, comme c'était le cas avec la rentrée scolaire 2022-2023, de sensibiliser au maximum, conformément aux directives du gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Adibois, qui insiste sur la vulgarisation de ces prévisions dans la région pour permettre de réduire les accidents de la circulation, pour permettre de conduire sereinement nos enfants à l'école et également pour faciliter les opérations d'affaires. Nous croyons que les choses vont davantage s'intensifier
parce qu'au niveau du ministère des Transports, si vous me permettez de sortir par là, Allez-y. il y a un travail étroit qui est mené entre le service météorologie nationale et nos deux grands ports, c'est-à-dire le port de Douala, le port autonome de Douala, et le port en eau profonde de Kribi. Ouais. Voilà, il y a une assistance météorologique à la promotion des activités maritimes et portuaires, mais aussi dans le secteur aérien, où, comme nous l'avons indiqué en début d'émission, nous travaillons avec la station d'aérodrome, qui nous fournit des documents climatologiques, les tableaux climatologiques mensuels, mais qui reçoit également, dans le cadre justement de la sécurité de la navigation aérienne, n'est-ce pas, l'appui technique des services centraux, notamment la direction de la météorologie nationale et la division de l'aviation civile du ministère des Transports, pour justement travailler d'un commun accord afin de garantir la sécurité et la sûreté du secteur aérien. Après les transports, je dirais que sur le volet social aussi, il devrait avoir des conséquences, ou il y a des conséquences. Tout à l'heure, vous avez parlé des inondations, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que c'est la seule conséquence de ce dérèglement climatique? Oui, il y a des conséquences sur le social. Je vais prendre quelques exemples. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont propres à la saison de pluie, Absolument. Surtout lorsque ces pluies sont intenses, notamment les maladies hydriques qui sont liées à la qualité de l'eau que nos populations consomment. Et il faut noter que avec le dérèglement climatique, il y a un souci sérieux au niveau de l'accès à l'eau, parce qu'il y a un dessèchement des cours d'eau qui forcément impacte sur la fourniture de l'eau. Et vous avez constaté que ces derniers temps, nos grandes métropoles font face à des situations difficiles en matière d'accès à une eau potable. Donc, pendant la grande saison de pluie, on assiste généralement donc à cette situation très sensible qui expose les populations à une eau qui n'est pas propre, et donc à des maladies qui vont avec. Ça veut dire quoi? Le choléra, la fièvre typhoïde, la dysenterie, et ainsi de suite, qui sont à redouter. À ce niveau-là, les services compétents de la météorologie sensibilisent les autorités sur l'urgence de promouvoir aux populations une eau saine, mais aussi aux populations de s'assurer qu'avant de consommer de l'eau, que cette eau soit traitée. Il y a des mécanismes de traitement d'une eau non potable à une eau potable, plutôt que de la consommer dans son état brut. Donc, il y a également à côté de cela, puisque c'est une période de froid, des maladies qui portent atteinte aux voies respiratoires, notamment la grippe, les maladies pulmonaires également, qui sont à redouter. Il y a également, bien entendu, dans ce sens-là, d'autres maladies comme le paludisme qui émergent également, parce que souvent il y a des eaux qui stagnent autour des habitations, et s'il n'y a pas un accompagnement en termes d'assainissement, les populations donc se retrouvent infectées, touchées par le palu, qui est une cause de mortalité très très significative dans les pays des tropiques, situés en zone tropicale. Donc c'est l'occasion également de sanctionner, de sensibiliser, autant pour moi, les populations sur l'intérêt d'assainir leur environnement, et sur les autorités de s'assurer, parce qu'il y va de la sécurité des personnes, de s'assurer que les populations ont droit, bénéficient, j'allais dire. C'est un droit déjà à la base, mais il faut s'assurer que ces populations ont une eau potable, parce que le choléra n'est pas loin de nous. Je dirais même des maladies de la peau aussi, avec des vêtements qui ne sont pas bien séchés pendant cette saison des pluies. Exactement. Alors, est-ce que, selon vous, on peut dire que le changement climatique n'a que des méfaits? Est-ce que ici, on ne peut voir que le côté noir? Pas tout à fait. Le changement climatique qui se renforce et qui se confirme au fil du temps, pour ma part, a suscité et va continuer de susciter un regain d'intérêt pour le climat et la météorologie.
parce que jusqu'à une certaine période, vous allez observer que c'était une composante qui n'était pas suffisamment considérée comme elle le mérite dans nos politiques de développement, aussi bien au niveau économique, au niveau industriel et au niveau social. Même au niveau de la gouvernance urbaine, vous allez observer que la composante climatique et environnementale, jusqu'à une certaine période, n'a pas toujours été au cœur de la gouvernance. Donc aujourd'hui, avec le changement climatique de plus en plus, elle est prise en considération. Et au niveau international, il y a une mobilisation des fonds, ce qu'on appelle des fonds verts, qui permettent aujourd'hui de soutenir les politiques durables et de contribuer à la prévention des phénomènes météorologiques extrêmes pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Et à ce niveau, Madame Donkin, je dois dire que le gouvernement camerounais fait beaucoup en matière de volonté politique pour promouvoir ce secteur déterminant de notre économie, de notre social, de notre environnement et même de notre avenir, parce qu'il faut bien comprendre qu'il s'agit également d'un enjeu intergénérationnel. C'est-à-dire, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Absolument. Le président Paul Biya avait déclaré quel Cameroun allons-nous laisser à nos enfants? Je crois que cela impliquait également, parce que c'est un visionnaire, le champ climatique. C'est-à-dire que les experts du climat montrent qu'aujourd'hui, si des politiques sérieuses, n'est-ce pas, et effectives sur le terrain, ce n'est pas seulement les grands discours, ne sont pas mises en avant, il est possible à un moment donné que notre planète devienne invivable et que nous laissons donc que nos petits-enfants, nos enfants héritent d'une planète qui sera invivable ou inhabitable. Je pense que ce n'est pas le souhait de l'un d'entre nous. Voilà pourquoi il est urgent, n'est-ce pas, de davantage investir. Quand je dis investir, ça signifie quoi? Mobiliser les moyens. Mobiliser les moyens pour soutenir ce secteur d'activité. Je parlais de volonté politique tout à l'heure. Je vais vous donner quelques pistes, Madame Donkin. Depuis la vision clairement indiquée par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, en 2012, lorsqu'il s'est rendu à Guividic pour une visite de réconfort aux populations de l'extrême nord qui avaient subi, qui avaient été foudroyées par les inondations, avec les problèmes sérieux en matière d'accès aux services de base, en matière de bétail et cheptel et autres. Le président avait indiqué clairement dans sa déclaration qu'il conviendrait, et je le cite, qu'il conviendrait de renforcer à tous les niveaux et de manière régulière l'information météorologique afin de permettre aux populations de disposer des renseignements utiles sur les variations climatiques. Ça sous-entendait quoi? Ça sous-entendait les prévisions dans tous les domaines pour protéger les personnes et les biens et pour promouvoir l'émergence de notre économie. Mais est-ce que vous pensez que vous avez réussi le pari à ce niveau-là, vous, la météo? Nous ne sommes pas très loin, Madame Donkin, parce que pour revenir maintenant au niveau du ministère en charge de la météorologie nationale, je vous précise déjà, Madame Donkin, que le ministre des Transports est actuellement le président de l'ANCOMET. L'ANCOMET, c'est la conférence ministérielle africaine sur la météorologie. Il a été élu par ses pairs le 17 mars 2021. Et il mobilise son énergie pour promouvoir une économie climatique plus responsable dans la zone concernée. Il y a également le siège du Centre des applications et des prévisions climatologiques de l'Afrique centrale, le CAPC-AC, qui a été obtenu de haute lutte par la politique diplomatique clairvoyante du chef de l'État. En 2015, nous avons obtenu le siège de ce centre d'application climatologique pour l'Afrique centrale, qui est un centre de référence et qui fait aujourd'hui de Douala non plus simplement la capitale économique du Cameroun, mais aussi la capitale météorologique de l'Afrique centrale, avec donc une assistance à la prévention des risques de catastrophes
mais aussi une fourniture importante des informations météorologiques aux services nationaux hydrologiques et météorologiques. D'accord, mais comment ma famille qui est à Makepe, Misoké là-bas, fait pour avoir ces informations-là? Je pose la question parce que, en général, quand on entend météo, bon, il pleut, il y a le soleil, oui, ça relève de la météo, mais on n'a pas d'informations de façon concrète au quotidien, comme on voit par exemple ailleurs, où on ne sort pas de la maison sans avoir suivi le bulletin météo. À midi, il faut suivre le bulletin météo pour savoir est-ce que je dois quitter le boulot maintenant ou est-ce qu'il faut attendre quelques heures. Comment vous faites pour relayer ces informations-là à tout le monde, c'est-à-dire au plus petit niveau? Ok, très bonne question, Madame Donquin. Il faut dire que conformément aux orientations du ministre des Transports et qui sont régulièrement relayées par le délégué régional des transports du littoral, M. Isaac Bernard Dimet, pour ce qui concerne la région du littoral et ses différents départements, nous avons déjà un média local où nous rendons public ces prévisions, en dehors déjà, comme je l'ai dit, du média public où les prévisions sont disponibles avant les journaux officiels, où il est important de se connecter. Ce n'est pas simplement pour la forme. Il faut suivre les prévisions et suivre ce qui est indiqué pour ce qui concerne sa zone d'appartenance. Maintenant, comme ces prévisions nationales ne peuvent pas aller jusqu'au quartier d'une ville comme Douala, ils vont présenter généralement les chefs-lieux de région de l'ensemble du pays. Au niveau de notre région, conformément aux directives du délégué régional des transports, nous avons, et avec l'appui technique de la direction de la météorologie nationale, qui rend Madame Donkek désormais un bulletin météorologique adapté à chaque arrondissement de la ville de Douala, qui fait en sorte que, contrairement à une certaine époque où on disait il va pleuvoir à Douala, et il arrivait que il ne pleut pas à Makepe et Misoké, mais il pleut à Bonabéry. Et ça créait un peu de confusion, oui. Voilà, parce que, et même des troubles dans les foyers, parce que vous allez dire à madame que vraiment, je n'ai pas pu honorer à notre rendez-vous de tout à l'heure parce que la pluie m'a retenu. Elle vous dit, mais où je suis, je ne vois aucune goutte de pluie. Tu veux tromper qui? Donc, voilà. Donc, maintenant, nous avons ce bulletin spécial qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de l'application du protocole d'accord entre le ministère des Transports et la communauté urbaine de Douala pour l'assistance météorologique à la protection des biens et des personnes, à la prévention des inondations et à la promotion des ouvrages durables, c'est-à-dire quand on doit construire une autoroute ou alors un échangeur ou encore, je ne sais pas moi, une zone piétonne dans la ville de Douala, qu'on s'assure que cet ouvrage-là a pris en considération la climatologie. Maintenant, ce bulletin spécial, pour répondre directement à votre question, pour y revenir, a donc la particularité que lorsque nous renseignons les populations, nous leur donnons ce que le temps sera dans leur zone d'appartenance. Ça veut dire qu'à Makepe et Misoké, n'est-ce pas, on vous dit que voilà ce que sera le temps. Et justement, dans ce bulletin spécial, on s'est rendu compte qu'il y a des zones prioritaires en cette période sensible qui doivent susciter plus d'attention que d'autres. Et parmi, je vais vous donner quelques quartiers. On a par exemple Makepe et Misoké justement, qui est une zone très compliquée pendant cette période. On a Banga Pongo, n'est-ce pas? On a Village, à l'entrée de la ville. On a Dokpasi. On a la zone des PK. PK 12, 14, 17, jusqu'à 20. Donc dans la sortie vers Lonkam. Ces zones-là sont également en alerte rouge. On a également, toujours dans le même sens, Bonabéry. Vous savez que Bonabéry, sa position géographique, n'est-ce pas, l'expose à une situation météorologique et climatologique toute particulière, pourtant étant toujours à Douala. Voilà, donc qui est également dans cette ligne rouge-là. Donc on a ces quartiers, peut-être la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les quartiers vraiment les plus exposés, où justement une attention particulière est accordée et un dispositif également d'intervention est prévu, n'est-ce pas, en collaboration avec les administrations partenaires, comme la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale, les autorités administratives, mais également la communauté urbaine de Douala, pour des secours rapides en cas, n'est-ce pas, de situation humaine ou alors de dégâts
matériel important. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'information reste entre bureaux? Je veux dire, jusque-là, je ne vois pas là où le monsieur tout-le-monde qui est à Makepe Misoke rentre en contact avec cette information-là. D'où mon autre question. Est-ce que selon vous, il n'est pas nécessaire de faire comme une sorte d'éducation au changement climatique et même à la protection de l'environnement, je veux dire, à tout le monde? Oui. Parce que là, vous avez vos résultats, vous envoyez à l'arrondissement, c'est-à-dire à la mairie. Est-ce que celui qui est à Makepe Misoke est au courant de la prévision qui est à la mairie de Douala 5e? Bon, la mairie de Douala, oui, mais aussi dans les médias sociaux. Dans les médias sociaux qui aujourd'hui sont une opportunité, comme vous le savez, parce que figurez-vous, Madame Donkin, qu'on se lève avec le téléphone en main et on dort avec le téléphone. Ça dépend. Voilà. Bon, vraiment, c'est ce qu'on observe jusqu'au tout petit au primaire. Peut-être ça va arriver à la maternelle. Parce qu'avec le temps, vous vous rendez compte que même à la maison, vos enfants, lorsque vous arrivez avec le téléphone, c'est la première chose qui les intéresse. Ils veulent votre téléphone. Et ils connaissent déjà des applications, ils savent qu'il faut prendre des selfies, Donc, c'est ça qui captive actuellement la jeunesse, c'est ça qui captive aujourd'hui une bonne partie de la société. Et nous estimons que, à travers ces médias sociaux, n'est-ce pas, nous pourrons facilement toucher le plus grand nombre. Donc, c'est la digitalisation également des prévisions, telles que l'a indiqué le ministre des Transports, qui voudrait qu'à travers cette digitalisation, qui est aujourd'hui le média le plus proche des populations, n'est-ce pas, que nous puissions justement toucher le plus grand nombre. Donc je pense que ce bulletin ne reste pas au niveau de la mairie, non. Il est vulgarisé au maximum. Nous avons Facebook, nous avons d'ailleurs une vitrine sur Facebook, n'est-ce pas, une vitrine du ministère des Transports. Nous l'avons également au niveau du site web du ministère des Transports. Nous avons également dans les services régionaux compétents une communication de proximité avec les administrations partenaires, mais aussi avec les stations météorologiques, Madame Donkin, qui sont logées dans les départements et qui relaient les informations de la région dans chacun de ces départements-là. Et puis maintenant, dans les arrondissements, n'est-ce pas, ce que nous entrevoyons faire dans les prochains jours, d'ailleurs c'est déjà effectif dans certaines localités, c'est de rendre également ces prévisions-là disponibles en langue maternelle, en sorte que le paysan qui est dans un village, peut-être qui n'a pas la connaissance du français ou de l'anglais, que ce paysan-là, à travers la langue maternelle, puisse avoir accès à ces données-là et agir en conséquence au niveau de ses activités agro-pastorales. D'accord. Alors, selon les chercheurs du centre de la... Maintenant, si vous me permettez de rebondir, parce que je viens de me rappeler que j'ai oublié un autre pan de la question, qui était justement la conscientisation de l'opinion publique à la science environnementale, météorologique et climatologique. Et à ce niveau aussi, il y a d'importantes avancées. Je prends quelques exemples encore, parce que si je dois dérouler tout, on n'en finirait pas, Madame Kendon. Donkin, autant pour moi, on n'en finirait pas. Il y a un dispositif actuellement qui est mis en place pour la formation des jeunes Camerounais, n'est-ce pas, au métier de la météorologie. D'accord. À l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, sous la conduite du ministère des Transports et du ministère de la Fonction publique. Et c'est le même cas à l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, où on forme également des ingénieurs en météorologie, des ingénieurs des travaux et des techniciens supérieurs. Ces jeunes Camerounais sont directement intégrés dans la fonction publique et sont mis à la disposition des administrations pour davantage soutenir les efforts du gouvernement. Parce que si on ne comprend pas un phénomène, on ne peut pas le combattre. On ne peut pas s'adapter. Oui. On ne peut pas justement trouver les meilleures approches, les meilleurs paradigmes pour pouvoir, à défaut de l'éradiquer, minimiser au maximum ses méfaits sur la société. À ce niveau, donc, nous profitons de votre espace, Madame Donkin, pour inviter les jeunes compatriotes
à s'intéresser également à ces opportunités de formation en météorologie. Et il y a une autre opportunité qui est offerte par l'IAMAC, l'École africaine de la météorologie et de l'aviation civile, à Niamey, au Niger, que le ministère des Transports ouvre également chaque année. Il y a beaucoup d'opportunités qui permettent aujourd'hui à la jeunesse et aux populations de s'informer, de se former à la météorologie et au climat, parce que c'est fondamental. Sinon, on n'ira pas loin. On aura toujours à compter simplement sur l'État qui doit mettre à la disposition les prévisions, mais on ne pourra pas nous-mêmes, c'est-à-dire en tant que population, n'est-ce pas, se prendre en charge à travers justement la connaissance qu'on aura reçue, n'est-ce pas, dans ces centres spécialisés de référence pour justement soutenir sa maman ou sa grand-mère au champ, en campagne, pour lui dire voilà, en matière d'agrométéorologie, ce n'est pas le bon moment, il faut encore patienter parce que telles indications nous renseignent ceci. Donc c'est fondamental. D'accord. Alors tout à l'heure on parlait des pays africains, je voudrais circonscrire un peu l'Afrique centrale, les régions du monde qui produisent le moins les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, elles sont celles qui subissent le plus de dommages. Alors selon les chercheurs du Centre pour la recherche forestière internationale, l'Afrique centrale se réchauffe plus rapidement. Ils ont donné des chiffres. Le réchauffement global de la Terre est de 1,09 pendant que celui de l'Afrique centrale est de 1,1. Et selon eux, cette injustice climatique est liée à la sensibilité du relief. J'aimerais bien comprendre cela. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Que l'Afrique centrale se réchauffe plus vite que le reste du monde? Je ne suis pas un géographe. Peut-être les géographes nous en diront davantage sur l'impact du relief sur le climat. Mais je dois vous dire qu'au niveau de la philosophie météorologique et climatique, on considère que l'impact du changement climatique dans tous les pays, dans tous les continents du monde, reste une problématique sérieuse, à des niveaux différents certes, mais qui mobilise toute la communauté internationale. Parce que figurez-vous, Madame Donkin, que les problèmes climatiques n'ont pas de frontières. C'est-à-dire que, sans vouloir remettre en cause ces orientations, vous pouvez subir plus en tant que victime que les responsables, les phénomènes d'impact climatique, alors que vous avez une faible part de responsabilité. Donc, ça peut varier d'une composante à une autre. Parce qu'il faut dire que vous pouvez accuser des méfaits économiques plus sévères du changement climatique dans une zone et moins sévères sur le plan environnemental, et dans une autre zone plus sévère sur le plan environnemental et moins sévère sur le plan économique, n'est-ce pas? Parce que le niveau économique est assez élevé. C'est le cas, par exemple, des pays industrialisés, n'est-ce pas? Où l'effet économique, justement, peut être relativisé par rapport aux pays en développement qui sont encore des économies plus fragiles. Donc, mais toujours est-il que dans les réflexions internationales, on ne distingue pas l'impact, on se dit, c'est une problématique qui n'a pas de frontières, ça veut dire qu'il engage la planète tout entière et il faut donc des efforts communs, même si les responsables doivent payer plus que ceux qui en sont moins responsables. Alors, avant de parler solutions, est-ce que ou alors, quelle est l'ampleur du danger aujourd'hui? Est-ce que d'ici 5, 10, 15 ans, si rien n'est fait, on va dire qu'on va vers la catastrophe? Forcément, Madame Kendong. Madame Kendong, voilà. Donkin, pardon. J'espère que ce n'est pas le changement climatique. Ok, Madame Donkin. Ok, je vais y arriver. Alors, donc, Madame Donkin, il faut comprendre, comme je l'ai développé tantôt, qu'il y a également un enjeu intergénérationnel, c'est-à-dire qu'hériteront nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, si rien n'est fait. Mais je pense qu'il y a une conscience collective, nationale, mais aussi internationale, qui, avec le temps, s'intensifie au regard des enjeux. Vous voyez bien que les COP se succèdent.
Voilà, les COP se succèdent, alors que avant, il fallait attendre 3, 4 à 5 ans pour organiser des rencontres internationales sur le climat. Ouais. Mais elles sont de plus en plus proches parce que les gouvernants ont pris conscience des enjeux. Maintenant, il faudrait que les pays les plus concernés, quand on dit les plus concernés ici, c'est-à-dire que ceux qui polluent le plus la planète, n'est-ce pas, acceptent de se soumettre aux règles qui ont été définies. C'est-à-dire que l'accord de Paris, par exemple, a indiqué que avant la fin du siècle, il faudrait maintenir un niveau de température en deçà de 2 degrés Celsius. Ça a été la règle d'or qui a été arrêtée à Paris. Mais 7 ans après, on observe que les choses ne bougent pas. On se rend compte que les niveaux de gaz à effet de serre battent plutôt les records, paradoxalement. Et c'est un texte contraignant en plus. Absolument. Donc, elles ont donc des conséquences, comme on l'a dit, sur l'environnement, parce que vous allez vous rendre compte que, en matière, par exemple, d'écosystèmes marins, il y a la disparition des espèces, il y a même au niveau des écosystèmes terrestres, vous allez observer que il y a justement au niveau de l'agriculture des problèmes de sécheresse à répétition qui sont de plus en plus visibles, avec justement des risques d'insécurité alimentaire. Oui. Il y a des conflits intercommunautaires, n'est-ce pas, qui naissent de cette situation. On a eu un cas récent, n'est-ce pas, dans l'extrême nord du pays, justement, et même Madame Donkin, au niveau de la promotion du genre dans notre société, vous allez vous rendre compte que la femme est celle qui subit plus les méfaits du changement climatique que l'homme. Parce que les métiers comme l'agriculture, le commerce des produits vivriers, dont l'alimentation des cendres urbains en vivres, la problématique, bien entendu, de la campagne, c'est d'abord la femme rurale. C'est plus les femmes qui sont mobilisées dans ces métiers-là, n'est-ce pas? Et donc, qui sont plus victimes, qui subissent davantage, n'est-ce pas, ces méfaits-là. Et cela creuse les inégalités parce que ça rend la femme encore plus vulnérable si sa petite activité agro-pastorale est menacée. Ne peut plus l'amener à faire nourrir sa famille, ne peut plus l'amener à faire des petits commerces. Vous vous rendez donc compte qu'elle devient encore moins utile pour l'homme, n'est-ce pas? Et cela renforce encore les inégalités. Donc, même en matière de genre, on a les effets du climat aujourd'hui. Donc, c'est une problématique sérieuse qui nécessite également, comme l'avait dit le chef de l'État, aux grands mots, les grands moyens. Les grands moyens doivent être mobilisés pour que, autant on soutient la défense, parce qu'on estime qu'il faut protéger le territoire, il faut éviter que Boko Haram ne sévisse, il faut combattre les sécessionnistes. On mobilise l'effort de guerre à beaucoup d'argent, avec beaucoup de moyens, logistiques, humains, financiers, etc. Parfois même les moyens en matière de diplomatie. C'est la même chose en matière de climat aujourd'hui, parce que j'ai coutume de dire que les dégâts climatiques aujourd'hui s'assimilent à un terrorisme naturel qui nécessite les mêmes moyens, peut-être plus au regard de l'ampleur des dégâts, n'est-ce pas, que ceux qui sont mobilisés pour la défense et la sécurité, aussi bien à l'échelle nationale que communautaire. D'accord. Maintenant que on a les causes, peut-être qu'il faut penser aux solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter cela, pour laisser une planète verte à nos enfants? Absolument. Je dois dire qu'on est déjà dans les solutions, Madame Donkin. On est déjà dans les solutions au regard de ce qu'on a mentionné. Il y a une conscience qui se réveille progressivement au sujet des problématiques du temps et du climat et qui va s'intensifier avec le temps. Mais je pourrais sortir à travers 2 solutions simples. Une première au niveau macro, c'est-à-dire au niveau des autorités. Pour ce qui est de la région du littoral en particulier, conformément aux directions du ministre des Transports, le ministre Jean-Enes Masséna-Ngalé-Bibert, lors de son discours à l'occasion de la 62e édition de la Journée météorologique mondiale, qui s'est célébrée sur le thème « Alerte précoce, information rapide, prévention des catastrophes hydrométéorologiques et météorologiques », le ministre a insisté sur la nécessité de travailler ensemble
avec les autres administrations partenaires, les municipalités, mais aussi la société civile. C'est ainsi que dans le cadre de la région du littoral, en plus de la cellule de veille anti-inondation régionale, présidée par le gouverneur de la région du littoral, qui mobilise toutes les parties prenantes autour de la problématique du climat dans la région pour une certaine anticipation des catastrophes naturelles et une meilleure prise en charge lorsque celles-ci se manifestent des sinistrés. Nous avons également envisagé à l'issue de la conférence débat que nous avons organisée dans le cadre de la Journée météorologique mondiale, de la mise en place d'une plateforme consultative qui servirait d'aide à la décision à la région en matière météorologique et climatologique. Cette plateforme consultative va prendre en compte, bien entendu, la représentation du ministère des Transports à travers le service de la météorologie, mais aussi le Centre des applications pour les prévisions climatologiques de l'Afrique centrale, avec qui nous travaillons de façon étroite, d'autres administrations comme la protection civile, le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, le ministère de l'eau et de l'énergie. On a parlé de la problématique de l'eau, de la problématique de l'énergie, qui est qui constitue des problématiques sérieuses. On a également à côté de cela les autorités locales qui seront également bien entendu représentées, aussi bien la préfecture que les préfectures de l'ensemble des départements que la région du littoral, pour que une réflexion, parce que il faut être au même niveau d'information pour agir de façon efficace sur le terrain. Et cela implique donc un travail qui soit justement un travail d'équipe. Et cela est d'autant plus vrai que la capitale politique de notre pays, Madame Donquin, a reçu du 26 au 29 juillet dernier le premier atelier continental d'interface utilisateur des services climatologiques en Afrique. Et au cours de ces assises, il nous a été recommandé, n'est-ce pas, à chaque niveau de responsabilité, de travailler ensemble. C'est-à-dire que de mettre autour de la même table les protagonistes, c'est-à-dire les fournisseurs et les utilisateurs des services météorologiques et climatologiques, et même hydrologiques, pour agir de manière plus efficace contre les méfaits du changement climatique, pour garantir la sécurité des personnes et des biens, et pour promouvoir le développement économique, social et industriel de notre pays et de notre région. Maintenant, au niveau des populations, deuxième solution, il faut comprendre que il y a des gestes qui sauvent, qui ne nécessitent pas des gros discours, comme dans le cas des rencontres intergouvernementales. La première des choses, c'est de savoir se connecter aux prévisions météorologiques. Si possible, même aller vers l'information. Aller vers l'information. Parce que on a coutume de dire que dans le domaine de la santé, par exemple, que ce n'est pas le malade. C'est pas le médecin qui va vers le malade. Voilà, c'est pas le médecin qui va vers le malade. Voilà. Donc, autrement dit, le malade doit aller vers le médecin pour rechercher la guérison. Je prends cette figure pour dire quoi? Lorsqu'on n'a pas l'information météorologique, on n'est pas différent de ce malade-là. Parce qu'on est en situation de vulnérabilité. On est en situation de vulnérabilité. Parce que lorsqu'on sait, comme quelqu'un l'a déclaré il y a quelque temps, que celui qui sait qu'il est en danger n'est plus en danger. Mais c'est celui qui ne sait pas qu'il est en danger, qu'il est en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc, dès qu'on a déjà l'information, la moitié du problème est résolu. Ouais. Parce qu'on dit, ah, madame, donc elle va se dire, ah tiens, la météo m'a dit qu'aujourd'hui, il va pleuvoir de manière intense. Ça veut dire quoi? Je dois m'arranger à déposer les enfants avant la pluie. OK? Ou alors, si nécessaire, je dois renforcer leur vestimentaire pour qu'ils soient protégés. Mais si on ne sait pas, c'est quand il commence à pleuvoir qu'on commence à aller dans tous les sens, ça pose un problème. Donc, il est important d'aller vers l'information météorologique, même si tout est fait pour qu'elle vienne vous trouver sur place. Mais au cas où vous en avez davantage besoin, parce que parfois elle est très rapide, elle peut ne pas entrer en détail, d'accord? Parce que l'information météorologique est variée. Elle n'est pas, il y a les prévisions qui s'adaptent à l'ensemble du public, c'est-à-dire qu'on appelle les prévisions numériques du temps. Mais maintenant, il y a des produits météorologiques, comme on les appelle, spécialisés. Je vous ai par exemple parlé du bulletin agrométéorologique. Ouais. Lui, il est spécialisé pour l'agriculture.
Voilà. Il y a des bulletins également qui sont spécialisés pour le domaine de la santé, où on vous présente donc des informations météorologiques adaptées, n'est-ce pas, à la santé, à la prévention des maladies appelées météosensibles, c'est-à-dire qui émergent du fait d'un climat donné. Il y a des informations météorologiques qui sont adaptées à la recherche. Pour ceux qui font des études sur l'adaptation au changement climatique, dans les cycles de master, doctorat, ils ont besoin d'une information différente de celui de l'agriculteur. Donc, à chaque catégorie d'utilisateurs correspond une information météorologique précise. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement vous contenter à la maison des prévisions numériques. Parce que si vous êtes un agriculteur, n'est-ce pas, il faudra avoir le bulletin agrométéorologique. Et souvent, ce n'est que par audio que vous l'écoutez. Si vous voulez l'avoir de manière physique et matérielle, vous vous rendez vers les services compétents. Donc, il faudrait que les gens aient la culture de l'information météorologique. Elle doit venir vous trouver, c'est déjà bien. Des efforts sont faits dans ce sens, mais il faut également aller la chercher. Aller la chercher à la source. Parce que si vous allez également là où ce n'est pas indiqué, vous allez dire demain que la météo n'a pas dit la vérité, alors que vous êtes allé dans un média du quartier qui vous a dit que non, la température sera de temps. Demain, vous ne dites pas que c'est le média du quartier, vous dites la météo. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on termine notre image d'ici dehors, Madame Donquin, avec justement un découragement des autres compatriotes qui, parfois, quand ils entendent ça, ils disent « Ah, je vais m'aller chercher quoi là-bas ?» Non. Il faut venir à la source. L'information météorologique marche parce que nous avons des retours de plus en plus des gens qui sont venus nous solliciter pour organiser leur mariage en plein air, pour organiser les obsèques d'un parent décédé, pour engager les travaux de coulage de la dalle de leur maison, pour planifier les activités d'investissement routier ou portuaire ou encore aéroportuaire, et c'est savoir comment le climat va se comporter et qui nous ont donné des retours satisfaisants. Comme, si je n'étais pas venu, j'aurais offert à mes invités un spectacle vraiment à mon mariage désagréable parce que justement il a plu à ce jour-là et heureusement j'avais délocalisé ou j'allais réorienter la fête à l'abri. Sinon, si j'avais maintenu le plein air, ça aurait été la catastrophe. D'autres viennent nous dire voilà, les obsèques de mon parent se sont bien déroulées parce que j'ai prévu des bâches comme vous l'avez indiqué et il a plu fortement, Dieu merci, les gens ont été couverts. Donc, il y a des retours, même chose au niveau des autorités locales qui, justement, dans le plan de sécurité des biens et des personnes de la région, nous ont traduit toute leur gratitude en matière de fourniture de ces prévisions-là qui ont permis de sauver les personnes et les biens. D'accord. Et dans les pistes de solutions, comment s'adapter? C'est-à-dire que on est déjà, je veux dire, on ne va pas revenir sur le problème qui a été posé. On est déjà dans la situation. Comment s'adapter à ce moment-là face à ces situations-là? Aujourd'hui, nous sommes, je veux dire, même les températures, quand il fait chaud, sont très fortes. Qu'est-ce que les populations doivent faire à ce moment-là en attendant, je veux dire, de mettre en pratique toutes les bonnes manières? Comment s'adapter puisqu'on est déjà d'abord en plein dans ce changement climatique-là? Oui, comment s'adapter? Il faut déjà avoir la bonne information, première chose, parce que prévenir vaut mieux que guérir, oui, comme on a coutume de le dire. Vous ne pouvez pas vous adapter si vous n'êtes pas au parfum de ce qui arrive ou de ce qui va arriver. Donc, c'est la première des choses. Deuxième chose, vous êtes par exemple un média très, très réputé de la capitale économique et du Cameroun et même à l'international. Vous allez observer que lorsqu'il y a un mauvais temps, le signal de votre télévision, n'est-ce pas, subit des coups. Mais souvent, c'est par surprise que vous vous rendez compte que le signal est perturbé. Or, si vous avez les prévisions météorologiques, n'est-ce pas, vous pouvez vous préparer autrement pour on ira à la source. Voilà, vous revenez à la source. Voilà, d'accord. Ou bien vous pouvez dire à vos téléspectateurs que il y a risque de perturbation au regard des prévisions météorologiques que les services compétents nous ont indiquées. Voilà une manière de s'adapter. Aussi simple que ça. Parce que l'adaptation, c'est la prise en compte de l'information pour agir en conséquence et se prémunir. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais prendre un deuxième exemple. D'accord. On sait que le temps est incertain et qu'il peut avoir un impact sur la santé des populations. Et il y a des maladies qui émergent plus en saison de pluie, d'autres émergent plus en saison sèche. Okay?
il y a par exemple en saison sèche plus les maladies liées à la peau. D'accord, des maladies qui naissent justement de la forte chaleur, des canicules, avec donc des incidences sur la peau, des incidences sur la fonction visuelle, la conjonctivite, des incidences sur également les voies respiratoires. Maintenant, le gouvernement, à ce niveau-là, peut prendre des responsabilités. Il y a des maladies, par exemple, comme l'onchocercose, la polio. On demande souvent à nos enfants de se faire vacciner. Vous recevez souvent un message de l'école qui demande si vous êtes d'accord ou pas de faire vacciner votre enfant. C'est une mesure d'adaptation. C'est une mesure d'adaptation parce qu'à cette période indiquée-là, le risque d'atteinte ou d'infection de l'enfant, n'est-ce pas, ou de la population est important. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter, pour que la maladie ne se propage pas? On fait vacciner les gens parce que le contexte climatique l'exige, il l'impose pour maintenir la santé, la population en bonne santé. C'est l'adaptation. Vous avez l'information météorologique qui vous renseigne sur le niveau froid des températures très élevées liées à la forte pluviométrie. La fraîcheur, le froid augmente à cette période et on vous dit il y a un vestimentaire conséquent pour éviter de se faire surprendre. Vous devez vous rassurer avant le coucher des enfants, vous-même et tous les membres de la famille, que vous êtes dans les conditions vestimentaires appropriées. Donc, voilà les règles d'adaptation. On a une ville comme Douala, on connaît, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les causes. Personne ne les ignore. On les connaît. Maintenant qu'on les connaît, et on sait que, justement, la pluviométrie s'accroît au fil du temps, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Je veux prendre un exemple concret. Il y a le projet de drainage pluvial de la ville de Douala qui tarde à être finalisé. Une partie a commencé et on s'est arrêté. Il est question aujourd'hui d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que tous les quartiers de la ville doivent être correctement, doivent connaître un système de drainage efficace des eaux pluviales, de manière à ce que tout le monde soit protégé. C'est une mesure d'adaptation. C'est une mesure d'adaptation qui est d'abord une politique d'assainissement urbain, mais qui doit être renforcée, n'est-ce pas, face à la forte pluviométrie qui s'accroît au fil du temps. Donc voilà des mesures d'adaptation qui sont des gestes simples et qui nécessitent simplement de la discipline. Et nous insistons là-dessus parce que Mme Donken, l'une des choses qui retarde encore le Cameroun et même l'Afrique, c'est l'indiscipline. C'est l'indiscipline. Et surtout, les gens n'ont pas la culture de l'autodiscipline. De l'autodiscipline. C'est-à-dire que je marche en route, je finis de manger mon doigt de banane, je ne dois pas le jeter dans la rigole. Je dois chercher un bac à ordures. Si le bac à ordures n'est pas disponible ou n'est pas proche, je vais vers le bac à ordures. Je ne jette pas la banane à la rigole. Donc, c'est des gestes simples qui vont nous amener vers des résultats plus intéressants. D'accord. Toujours dans l'adaptation, est-ce que, avec le changement... On me dit, sans vous couper, qu'ici, on ne construit pas. N'est-ce pas? L'adaptation, c'est quoi? C'est que je n'aille pas construire. Très bien. Parce qu'en allant construire, je vais empêcher l'eau d'être soit absorbée, soit de ruisseler. Et je me mets en situation de vulnérabilité. Et moi, je peux être victime d'inondation. D'inondation ou d'électrocution. Voilà. Parce que quand il y a inondation, les eaux arrivent parfois à un certain niveau. Et puis demain, on vous dit qu'on a un enfant qui s'est électrocuté parce que justement, en allant brancher le courant, la prise ayant reçu de l'eau. Et il y a des cas de décès qu'on a enregistrés malheureusement de cette manière-là. Voilà. On vous dit, quand vous allez justement dans une localité donnée, renseignez-vous sur ce que la loi prévoit en matière d'installation, en matière de... Il y a un permis de bâtir, on ne construit pas au hasard et n'importe où. Donc, cette discipline, cette autodiscipline, pour moi, est fondamentale. Elle est fondamentale. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massé Nangalé Bibé, ne va pas courir après chaque citoyen, n'est-ce pas, pour faire mener la police et lui dire vraiment, toi, il ne va pas se démultiplier. Chacun déjà à son niveau peut être une solution vraiment de grande ampleur. Alors, dans l'adaptation, est-ce qu'on devrait se dire quoi?
La saison pluvieuse, elle s'arrête en octobre, à la mi-octobre, comme on a l'habitude de penser, ou avec le dérèglement climatique, il va y avoir un changement? Ces 3 dernières années, depuis 2020, je crois, 2020, 21 et 22, voilà, on se rend compte que ces pluies s'étendent jusqu'au début du mois de novembre. D'accord. Oui, avec le dérèglement climatique. Et souvent, c'est pourquoi il faut rester toujours en alerte et rester connecté à l'information météorologique. On a observé souvent en décembre, ces dernières années toujours, des fortes pluies qui viennent de nulle part. Elles ne se répètent pas, certes. La bénédiction divine, selon voilà, certains. mais elles arrivent. C'est vrai qu'elles ont souvent l'avantage de faire beaucoup de bien. Oui, surtout qu'il fait Quand la très chaleur, chaud. voilà, Oui. puisque la chaleur prend le relais, et également limiter la poussière, etc. Elles font beaucoup de bien. Mais souvent également, leur intensité peut occasionner certains problèmes, peut avoir des conséquences, notamment dans certains secteurs, parce qu'on ne les entend pas, ou bien perturber des programmes ou encore des projets d'investissement. Souvent même en février, Madame Donquin, février qui est le mois le plus chaud, il faut le rappeler, de la ville de Douala, où justement la chaleur est à son max. Mais on a souvent vu, je me rappelle encore de ce 25 février 2019, je ne vais pas l'oublier, où on a une quantité d'eau recueillie d'à peu près 160 millimètres d'eau. Pour un mois le plus chaud de la ville. Et ça s'est répété à la fin du mois de février. On a eu une autre grande pluie, n'est-ce pas, et qui s'est accompagnée de dégâts importants, c'est-à-dire effondrement des maisons, les problèmes d'insécurité qui sont également intensifiés au niveau du trafic, avec à l'arrivée beaucoup de sinistres, notamment, et les incendies même. Je crois qu'il y avait eu un marché qui avait été incendié du fait de ces phénomènes inhabituels, qui aujourd'hui, à travers les prévisions météorologiques, peuvent être données pour anticiper sur la survenance de ces sinistres. Alors, dans le cadre de la préparation de cette émission, dans les pistes de solutions, il est question d'atténuation. Je voudrais comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il faut atténuer ici? Alors, il faut atténuer ici déjà l'incivisme. D'accord. Parce que quand on devient discipliné, on réduit naturellement les dégâts liés à ce contexte. Ensuite, c'est vrai, nous ne sommes pas les plus grands pollueurs, mais nous polluons quand même. Ouais. Parce que parfois, vous vous rendez compte que certaines voitures qui circulent sur nos voies sont très vieilles, n'est-ce pas? Heureusement, le ministre des Transports a en projet quelque chose d'intéressant dans ce sens-là, c'est-à-dire libérer nos routes de ce type d'engin, avec, je ne vais pas le dérouler ici, lui seul a la magie de ce projet. Alors, il est question déjà à travers ce type de projet-là de limiter la pollution, absolument, et la dégradation de notre environnement. Atténuation aussi, c'est lorsqu'on a déforesté, lorsqu'on a détruit peut-être pour des raisons importantes, d'exportation et autres, il faut reboiser. Il faut reboiser. Parce que lorsque vous reboisez, c'est comme si vous n'avez pas impacté l'environnement. Vous comprenez? Lorsque vous avez un projet qui a, par exemple, entraîné la suppression d'un cours d'eau, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait faire passer la route qui permettait d'alimenter les populations, d'accord? Vous pouvez vous dire, OK, pour atténuer ce mal-là, nous allons implanter un forage. Un forage pour les populations concernées. Voilà un peu des techniques d'atténuation, c'est-à-dire qu'on s'arrange à équilibrer un tort pour cause d'utilité publique, certes, mais qu'on parvient à amoindrir par des actions alternatives, n'est-ce pas, qui réparent en quelque sorte le dommage sur l'environnement. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental. Dans la mise en place des grands projets, il est important et primordial de s'assurer qu'on minimise au maximum les dégâts sur l'environnement. Et puis, on a parlé des énergies tout à l'heure, Madame Oriane Donquin, où justement, il faut également aller plus vers des énergies renouvelables, n'est-ce pas, des énergies propres qui vont également protéger notre environnement et ne pas se dire que non, ce n'est que les grands pollueurs qui doivent le faire. Non, non, il faut s'y mettre. Il faut que nous soyons prêts. Est-ce qu'on sait ce que c'est? Est-ce qu'il ne faut pas aussi une autre étape de sensibilisation là-dessus? Quand on entend cela, on pense aux
bouteilles plastiques par exemple, qu'on voit beaucoup dans nos rigoles. Mais est-ce que vous pensez que notre population est suffisamment avertie au sujet de cette énergie renouvelable? Oui, les populations sont averties. La volonté politique y est également. Il nous manque maintenant l'expertise, c'est-à-dire voir dans quelle mesure former nos compatriotes, renforcer la formation. Elle existe déjà dans certains centres de référence, mais on peut faire mieux. Il faut impliquer les populations. La formation, c'est l'une des manières formidables, Madame Donquin, d'associer les populations à un paradigme, à une nouvelle orientation politique et sociale. Ça permet aux gens de s'y intéresser et avec des débouchés énormes. Aujourd'hui, on parle des métiers verts qui commencent à faire leur preuve dans les pays développés et qui peuvent également résoudre le problème du chômage dans nos pays aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est fondamental de comprendre que le monde a changé et il faut exploiter aujourd'hui les nouvelles opportunités qui se présentent comme des alternatives aux mauvaises pratiques d'hier. Parce que figurez-vous, Madame Donquin, qu'avec aujourd'hui la pollution automobile qui émerge plus dans le cadre des véhicules à explosion, c'est-à-dire les 4 roues, les transports de masse ne représentent qu'aujourd'hui 3% à peine de la mobilité d'une ville comme Douala, d'une capitale économique. Or, vous allez remarquer que quand vous allez dans les grands pays, l'un des indicateurs de développement urbain, c'est le système de transport. Vous allez voir les tramways, TGV, les transports de masse, et vous allez vous rendre compte qu'il y a également les 2 roues. Les vélos. Les vélos, n'est-ce pas, qui ne polluent pas, qui permettent même de faire de l'exercice physique, n'est-ce pas, et d'être à même de rallier son service en vélo. La marche à pied, qui est également très, très encouragée. On fait tout aujourd'hui pour réduire l'utilisation des énergies fossiles dans les transports. Vous avez entendu parler du concept de voiture électrique? Électrique, oui. Voilà. Donc, n'attendons pas que la situation soit très compliquée pour entrer dans cette nouvelle logique. Aujourd'hui, on développe dans les pays avancés les systèmes d'alternatives à la mobilité physique qui ne veut plus que pour que j'aille au travail, pour que Mme Donquin aille à la STV, il faut à tout prix qu'elle prenne sa voiture. Non, Mme Donquin peut rester chez elle devant son le télétravail. Le télétravail, oui. Le e-commerce, avec la digitalisation aujourd'hui, c'est une aubaine terrible pour l'économie numérique. C'est-à-dire qu'elle s'accompagne également de la protection de l'environnement parce qu'on se déplace, plus on se déplace moins en voiture, plus on protège l'environnement, moins on pollue, n'est-ce pas? Et plus on promeut le développement durable. Dans la ville de Douala, pour prendre un exemple plus concret, nous sommes dans un projet, vous avez certainement entendu parler du projet de BRT, de bus à transit rapide, qui prendra corps dans la ville de Douala pour accroître l'offre de transport de masse. On espère très rapidement. Un grand avantage sur justement la réduction de la pollution. Alors, en 2 mots, vous êtes économiste des transports. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons changer de paradigme pour mieux faire face au terrorisme naturel qui se manifeste au fil du temps. Et ça commence par l'autodiscipline et le respect des règles établies par les autorités compétentes. Merci, M. Serge Pelé Onana. Je rappelle que vous êtes chef service météorologie de la délégation régionale des transports du littoral. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir, Madame Donquin. Je serais ravi de revenir. Nous vous attendons très bientôt, peut-être pour parler cette fois-là purement de l'économie des transports. Ce serait avec un plaisir. C'est mon domaine de prédilection à la base. D'accord. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain. OK.